En manchette ce soir, les niveaux d'eau sont à surveiller dans la région. Des résidences inondées et des routes submergées à Rouyn-Noranda et Amos. Il va y avoir une augmentation encore marquée dans les 3 prochaines journées, donc pour 72 heures jusqu'à samedi. Des failles de sécurité mènent au décès d'un travailleur électrocuté. Et un suspect arrêté après un incendie sur un chantier de construction de Val-d'Or. Bonsoir à tous, bienvenue au TVA 18h. Les niveaux d'eau sont à surveiller dans la région. Des résidences ont été inondées et des routes sont actuellement bloquées. Et certains secteurs atteignent déjà des seuils critiques. Olivier Morin dresse un portrait de la situation. Voici à quoi ressemble la résidence de René Lemire, un résident du Rambaud-Châtel à Rouyn-Noranda. Nous avons pu faire le tour de sa demeure et force de constater qu'il est prêt à faire face à la situation. Quand vous êtes prêt là, chaque année, vous l'affrontez, est-ce qu'il y a des années que ça a été pire que... Oui, en 2019, là, ça avait été pas mal plus intense. Une planche, une porte, je mets tout le temps ma planche, mon plastique, mon silicone, puis je mets mes poches de sable, puis vous voyez, j'ai encore de la place. Puis est-ce que vous avez un risque? Là, votre sous-sol, comment? Parce que juste dans un sol en ce moment, est-ce qu'il y a un risque d'eau dans votre sous-sol en ce moment? Non, bien là, j'ai un petit peu qui rentre par des craques puis tout ça, mais là, j'ai tout est prêt, j'ai mon puisard, j'ai un plancher de ciment à l'intérieur de mon vide sanitaire. Fait que ma pompe a fourni... Et celle-ci est encore pire dans le rang du souvenir situé dans le quartier Clérici. Je comprends bien en ce moment, ici, ça passe plus. Là. Pas en véhicule normal, non. En camion, ça va être serré, environ 16 pouces au-dessus d'eau. Puis, mon autre question, j'ai vu on m'a envoyé des images de samedi. Là, on voyait tout le rang, tout ça. En 3 jours, ça s'est autant détérioré? Ouais, c'est rapide. L'année passée, c'était un petit peu pire que ça, mais c'est répétitif environ 2 ans. Là, ça va rapidement. Ça peut prendre 24 heures, puis c'est fait, puis ça passe plus. Du côté de la ville de Rouyn-Noranda, on mentionne que plusieurs cours d'eau commencent à atteindre des seuils critiques. Depuis une semaine, on a eu une augmentation assez remarquée des niveaux d'eau de différents plans d'eau. Une augmentation qui passe, je vous dirais, là, de 1,5 m à 2,5 m, même selon les emplacements, là, depuis une semaine. Donc, la hauteur des niveaux des lacs qui augmente. Donc, c'est des grands volumes d'eau suite à la fonte de la neige depuis environ là, une dizaine de journées. Et la montée est loin d'être terminée, comme nous le mentionne Luc Tremblay. Il va y avoir une augmentation encore marquée dans les 3 prochaines journées, donc pour 72 heures jusqu'à samedi. Bien que la ville n'ait pas encore procédé à des évacuations, elle est en mode action. On a distribué aussi des sacs vides, des sacs de sable pour que les gens puissent faire des sacs de sable en prévention justement de l'augmentation qu'on prévoit. Les autorités municipales demandent aux citoyens résidant dans les zones critiques de faire leur demande d'assistance le plus rapidement possible. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Soyez vigilants si vous vous déplacez à Amos. Il y a aussi une alerte d'inondation. Il y a fermeture complète de 2 rues, la principale sud, qui est bloquée entre la 13e et la 16e avenue Est, et la rue Baudry, barrée à la hauteur de la vitrerie commerciale DB. Vous pouvez d'ailleurs consulter la carte interactive des secteurs touchés sur le site web de la ville d'Amos. Et le ministère des Transports surveille aussi la situation de près sur plusieurs tronçons de route sous sa responsabilité. Une seule route est fermée à Rivière-Éva, le chemin des Hirondelles entre le chemin du lac Mourier et le chemin Rapide-7. Plusieurs ponts municipaux sont aussi fermés à Villebois et à Val-Paradis. Et d'autres secteurs sont sous haute surveillance à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Ouest et dans la MRC d'Abitibi. Ensuite, les causes du décès de l'employé d'Hydro-Québec qui a été électrocuté au travail en septembre dernier à Val-d'Or sont maintenant connues. La CNESST a dévoilé son enquête plus tôt aujourd'hui et notre collègue Félix Blaquière a pu y assister. La chronologie, les faits principaux et finalement les causes qui sont retenues. C'est notamment un contact électrique entre 2 éléments qui a causé le décès de l'employé d'Hydro-Québec à Val-d'Or le 19 septembre 2024, électrocutant d'un seul coup le travailleur d'une décharge électrique estimée à environ 14 000 volts. Il y a un lien électrique qui s'est créé entre une pièce suspension de la barre de relève R21 et la bretelle rigide sur la barre B11 lors de son installation.
L'organisation souligne également que la méthode de transport du travailleur lors de la tâche et l'installation de la bretelle ont été improvisées, en grande partie parce que la distance avec la partie sous tension ne pouvait pas être respectée. Il y a une distance de 900 mm à toujours respecter chez Hydro-Québec entre une pièce sous tension et un outil et équipement. OK? Mais c'est pas que ça a été oublié. Par contre, ça n'a pas été considéré comme ça aurait dû l'être. Révélant ainsi des failles dans l'application du Code de sécurité par Hydro-Québec. La CNESST est entrée en contact avec la Société d'État depuis. Comme j'ai mentionné, on les a rencontrés, employeurs et travailleurs, dans des rencontres séparées pour faire connaître les causes puis les mesures de prévention à mettre en place. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la prise en charge de la santé, de la sécurité puis l'élimination des dangers sur le milieu de travail, ça appartient au milieu dans un premier temps. C'est la prise en charge par le milieu d'abord. La CNESST va transmettre ses recommandations auprès des syndicats concernés ainsi qu'au ministère de l'Éducation pour que les étudiants en montage de lignes électriques reçoivent l'information. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et toujours du côté de Val-d'Or, un homme de 33 ans, Kevin Lavoie, doit faire face à la justice en lien avec l'incendie qui a endommagé le chantier de logements sociaux du Centre d'amitié autochtone l'hiver dernier. La Sûreté du Québec avait ouvert une enquête et recherchait un suspect dans l'affaire. L'individu a comparu plus tôt aujourd'hui. Il a été libéré, mais plusieurs chefs d'accusation pèsent contre lui, dont un incendie criminel causant des dommages. Et il doit se soumettre à une série de conditions en attendant la suite des procédures. Et en parlant de méfaits, la ville de Malartic dénonce que des personnes aient déposé des déchets et des matériaux sur le chemin des pompiers pour y mettre le feu. Ça s'est déroulé samedi dernier dans la zone pour capter l'eau potable d'un puits. Et les actes ont nécessité plusieurs interventions afin de protéger l'approvisionnement en eau et aussi protéger l'environnement. L'administration municipale compte exiger le remboursement des dépenses et déposera des infractions contre les personnes. Mais la ville assure que l'eau potable demeure sécuritaire malgré les événements. Et sur un tout autre sujet, de nouvelles pertes d'emplois seraient à prévoir chez Glencore, propriétaire de la fonderie Horn. L'entreprise nous confirme qu'elle intégrera ses activités de fonte et d'affinage de cuivre aux autres activités métallurgiques pour simplifier ses opérations et améliorer la collaboration. Et le syndicat nous informe qu'il n'y a pas d'indication que des employés syndiqués seraient touchés par les pertes d'emplois. Ce seraient plutôt des postes de gestionnaires qui pourraient être abolis d'ici la mi-mai. Et on rappelle que dans les derniers mois, la société minière avait déjà procédé à des coupes à la fonderie Horn. Tant Glencore que le syndicat n'ont pas voulu accorder d'entrevue sur le sujet à la caméra. On se tourne maintenant vers les transporteurs scolaires qui lèvent le ton pour dénoncer l'incertitude liée au financement des autobus électriques. Et William, chez nous, Autobus Maheu s'inquiète du manque d'aide gouvernementale pour compenser l'augmentation des coûts. Effectivement, Kémilia, les transporteurs scolaires comme le groupe Autobus Maheu sont obligés depuis automne 2021 d'acheter exclusivement des autobus électriques. Cette transition a occasionné une augmentation du coût de l'exploitation et de l'acquisition des autobus d'environ 50 %. On est donc inquiet car en juin dernier, le ministère de l'Éducation a coupé une importante subvention qui était dédiée à l'électrification du transport scolaire. La subvention en question représentait environ 10 à 12 000 $ par année pour chaque autobus électrique. On se retrouve du jour au lendemain sans ces revenus-là. Et comme je le mentionnais, ces revenus-là, même avec ces revenus de programme-là qu'on avait, on n'arrivait pas à un modèle d'affaires qui était rentable pour le moment dans le cadre du transport scolaire. Donc là, on est rendu au mois de mai et on n'a toujours pas de réponse sur qu'est-ce qui arrive avec ces sommes-là qui ont été coupées pour l'année en cours. Les 1300 véhicules électriques qui roulent au Québec, présentement, bien, tout le monde opère ça à perte. Et ça ne fait pas de sens comme fournisseur de services pour le gouvernement. Autobus Maheu salue tout de même la volonté d'électrification du transport, mais l'aide gouvernementale de Québec est nettement insuffisante d'après eux. Le manque de fonds actuel entraînerait le vieillissement de leur flotte d'autobus. Les transporteurs ne sont pas en mesure non plus de renouveler leurs autobus avec la restructuration financière de Lion Électrique. Ils risquent donc de briser plus souvent. Ça pourrait même entraîner, selon eux, des bris de service pour la rentrée à l'automne prochain. On avait une moyenne d'achat de 800 à 1000 véhicules neufs au Québec pour renouveler les flottes. On est bien en deçà de ça. On anticipe pour la rentrée prochaine un problème de l'ordre de 1100, 1300 véhicules qui vont être réglementairement non conformes parce que trop vieux dans les années d'opération.
et on n'est pas capable de les remplacer parce qu'on n'a pas le financement pour acheter des véhicules. Et là, même si on voulait les acheter maintenant, à la rentrée, on ne sera pas capable d'avoir de livraison de véhicules. Je terminerai avec Émilia en précisant qu'on ne connaît pas encore le sort de Lion Électrique. Le premier ministre Legault faisait savoir en point de presse mardi qu'aucune décision n'est encore prise quant au futur refinancement de l'entreprise. Mais la réponse est attendue pour le début de la semaine prochaine. L'entreprise qui veut racheter Lion Électrique attend une subvention de 20 millions de dollars. Merci, William. Et maintenant, le Centre de prévention du suicide de Malartic change de nom, dévoile aussi une nouvelle identité visuelle. Un 5 à 7 était organisé hier pour dévoiler le tout. Alexis Dumont y était. Le Centre de prévention de suicide de Malartic devient dorénavant le CPS L'Allier, un changement identitaire dans le but de rallier un plus grand public cible. Mais maintenant, avec le nouveau nom, je trouve qu'on reflète plus être des accompagnateurs. Je trouvais que c'était plus approprié. Des aidants, des alliés, qu'utiliser le mot suicide, parce qu'ici, quand même à Malartic, il y a le centre de crise qui sont là et qui font un travail extraordinaire. L'organisme souhaite passer le message à travers ce changement de l'importance des organismes à but non lucratif. L'idée, elle a deux volets. Présenter notre nouveau logo, notre nouveau nom, notre façon de travailler, puis aussi indiquer à la population que les OSBL, que ce soit dans n'importe quelle ville, ils sont outillés, sont formés pour aider les gens. Fait qu'on est capable, avec les connaissances qu'on a, d'aider le réseau de santé à venir en aide à la population. Une hausse des besoins exprimés n'est pas nécessairement observée, mais le besoin reste encore important. Les gens sont portés à aller, par exemple, ceux qui ne vont pas bien, ils sont portés à aller dans le réseau de santé. Le CLSC, le médecin, puis c'est correct. Mais parfois, ce n'est pas nécessairement de la médication qu'ils ont besoin. C'est de l'écoute, du référence, de se faire enligner. Puis des fois, ça suffit. Mais si jamais ça va plus loin, mais nous, on est capable de les aider à trouver une autre ressource plus appropriée en attendant qu'ils puissent consulter un médecin, une travailleuse sociale du CLSC. Plusieurs activités bénéfices seront d'ailleurs organisées dans les prochains mois par le CPS L'Allier afin de sensibiliser la population. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Et on revient maintenant sur la situation qui a incommodé des électeurs du Nunavik d'aller voter aux élections fédérales lundi. Le directeur général des élections, Stéphane Perreault, a publié une déclaration dans laquelle il présente ses excuses. Il affirme qu'au cours des 3 dernières années, Élections Canada est en contact avec les communautés autochtones à travers le pays, mais admet que le manque de services au Nunavik pointe qu'il reste du travail à faire. Élections Canada va donc examiner les circonstances et les mesures prises et rendra les conclusions publiques. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Les amateurs de musique traditionnelle pourront profiter du Festival Trad de Val-d'Or une fois de plus cette année partout en région. On vous en dit plus après la pause dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Afin de moderniser leur image et leurs services, Amos Toyota a investi 15 millions de dollars dans leur nouvelle concession. Installés dans un espace 2 fois plus grand et équipés à la fine pointe de la technologie, ils offrent des nouveaux services comme un lave-auto sans contact ouvert 24 heures et des bornes de recharge pour véhicules électriques. 7 emplois ont été créés et d'autres postes le seront prochainement. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, le Festival de musique trad de Val-d'Or a annoncé ce matin la programmation du festival en balade. Exactement, Kémélia. Grâce à leur collaboration avec le groupe minier CEMAC Tyson, le Festival Trad va pouvoir se promener partout en région dans les prochains mois et vraiment transmettre le bonheur de la musique traditionnelle. Le Festival Trad en balade commencera le 31 mai prochain à Amos au courant alternatif avec le groupe Bon Débarras. Et plusieurs autres concerts traditionnels auront lieu dans les prochains mois dans plusieurs villes de la région. Alors surveillez si le Festival Trad en balade passe chez vous.
Le Festival Trad en balade, c'est un peu la continuité du Festival Trad de Val-d'Or et ça permet de faire rayonner le festival toute l'année dans différentes régions. Comme cette année, on va se promener à Amos, à Rouyn-Noranda, à Malartic, à La Tulipe, à Val-d'Or aussi. Ensuite de ça, on a une collaboration justement avec le Cyclo-Titour, où est-ce que le groupe Racine Carré va accueillir les cyclistes à leur arrivée de cet événement-là. Bien, cette collaboration pour nous est précieuse parce que justement, ça nous permet de faire rayonner le Festival Trad toute l'année en se déplaçant dans différentes villes de la région et pouvoir transmettre les valeurs qui sont de partager et de garder vivant notre patrimoine culturel musical tout au long de l'année à travers les générations. Tout ça dans une ambiance festive, rassembleuse, inclusive. Le Festival de musique trad est vraiment content d'avoir l'appui de CEMAC Tyson pour pouvoir continuer ses activités, surtout qu'ils sont partenaires depuis le tout début et c'est vraiment une fierté pour CEMAC Tyson d'offrir ce soutien-là au Festival de musique trad, un événement qui est vraiment un incontournable en région. Bien, dans le fond, le festival il représente des valeurs fondamentales chez CEMAC, des valeurs familiales, puis qui promouvoit là, la culture, puis aussi notre culture traditionnelle québécoise. Bien, dans le fond, chez CEMAC, on veut redonner un peu à notre communauté, un peu comme on fait sur tous nos projets, que ce soit au Québec, au Canada ou même outre-mer. Pour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Allez-vous assister au festival de la région cet été? » Vous avez répondu non à 70 %. Les Huskies de Rouyn-Noranda n'ont plus le droit à l'erreur. Ils seront en action ce soir du côté de l'Arena Glencore pour tenter de conserver leur place en séries éliminatoires. On en reparle tout de suite après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Huskies de Rouyn-Noranda sont de retour ce soir à domicile pour le 4e match de leur série, demi-finale face aux Wildcats de Moncton. Et Alexandre, la Meurthe a besoin d'une victoire, là, eux qui tirent de l'arrière 0-3 dans cette série. Absolument. Les Huskies qui sont au bord du gouffre, pire même au bord d'un balayage. Parce que hier soir, les Wildcats de Moncton ont créé les devants 3-0 dans cette série-là, fort d'une victoire de 4-3. Mais malgré tout, Kémilia, les près de 2500 spectateurs qui étaient présents à l'Arena Glencore ont eu le droit à tout un exemple de persévérance. Parce que les Huskies tiraient de l'arrière 3-0 en troisième période et sont allés d'une remontée de 3 buts. Mais en vain, l'attaquant étoile Caleb Desnoyers est allé d'un but gagnant et a scié les reins de l'équipe des Huskies. Mais c'est une série frustrante, on va se le dire. C'est une série frustrante pour les joueurs des Huskies qui font face à une équipe plus grosse, plus pesante et pas mal plus aguerrie que eux. Reste que tout n'est pas perdu selon les joueurs. Kémilia, l'équipe garde espoir car malgré tout, à chaque match, ils sont dans le coup. Je vous laisse écouter deux vétérans de la Meurthe, Thomas Verdon et Antonin Véraud. Je pense que tout le long de la saison, on a eu des hauts, on a eu des bas, puis dans les bas, on a un groupe assez proche qui est capable de se regrouper, puis je suis pas inquiète pour les prochains matchs qu'on peut faire des bonnes choses. T'sais, avec la crowd qu'on avait aujourd'hui, commencer 1-0 pour eux autres, après 20 secondes, ça a fait mal, mais je pense que on l'a vu en troisième, aussitôt qu'on a scoré puis qu'on a amené l'énergie de la foule derrière nous, on était pas mal inarrêtables. Je pense que ça va être ça le mindset pour demain, d'essayer de les amener rapidement avec nous autres. Là. Donc, Alexandre, les joueurs et même l'entraîneur-chef, Steve Hartley, demeurent quand même confiants là, en vue de l'affrontement. Oui, bien, ils ont confiance en la recette, en la fameuse Husky Way, qui leur a tellement bien servi au cours de la saison cette année.
Il faut le dire, le match qu'on a eu hier soir ici a été pas mal à l'image des 3 derniers matchs contre Moncton. Je vous explique. Encore une fois, ça a été une domination des Huskies de Rouyn-Noranda au niveau des tirs au but. 41, c'est énorme, contre seulement 22 pour Moncton. Encore une fois, on a cruellement manqué d'opportunisme. Et encore une fois, les légères baisses de régime des Huskies qui n'ont pas le choix de jouer à 110 % si on veut battre cette équipe-là. À chaque fois, dès qu'on levait le pas un petit peu, Moncton les faisait payer atrocement. Et encore une fois, le gardien des Wildcats de Moncton, Rousseau, a été tout à fait étincelant. Donc, répéter la recette, oui, mais il va falloir pas mal plus que de la chance si on veut venir à bout de la meilleure équipe au Canada. Et en terminant, Kémilia, je dois vous mentionner un hier certainement qui a eu une soirée mémorable à Rouyn-Noranda. C'est l'ancien capitaine des Huskies, Dylan Gill, le gentleman, qui a fêté son retour à Rouyn-Noranda avec un but qui a fait atrocement mal aux Huskies après seulement 11 secondes de jeu au match. Je vous laisse écouter l'ancien capitaine, suivi du prodige Caleb Desnoyers. Je vais toujours avoir beaucoup de fierté d'avoir porté le logo des Huskies pendant 4 saisons. Puis avoir l'opportunité de revenir ici en série, c'est encore plus spécial. C'est une vraiment bonne foule, puis vraiment une bonne ambiance ce soir. Alors, pour nous autres, c'était vraiment important d'avoir les 2 points ce soir, puis on va essayer de continuer ça demain. Ouais, tu es rendu là en playoff, c'est... La manière, oui, est importante, mais c'est vraiment le résultat qui compte. Puis, c'est quelques minutes en troisième qu'on a un petit lousse qui nous ont coûté un petit peu, mais ça va être de regarder du vidéo, puis peut-être pas faire les mêmes erreurs demain, puis être prête. Verra-t-on les Huskies résister au balayage et prolonger la série de quelques matchs? Ça reste à voir. Pour ma part, je vous reviens demain avec un retour complet sur le match le plus important de l'année. Ce soir, 19h, à l'Arena Glencoe. Oui, je sens que plusieurs partisans des Huskies seront sur le bout de leur siège ce soir. Merci, Alexandre, et bon match. Au revoir. Et avis aux amateurs de vélo maintenant, les inscriptions pour le cyclo-Titour CEMAC Tyson sont désormais ouvertes. L'événement qui permet de parcourir Val-d'Or-Lacorne à vélo aura lieu dimanche le 15 juin prochain. Et nouveauté pour cette année, un demi-parcours est offert. Les participants qui auront donc l'opportunité d'aller jusqu'à Lacorne et revenir à Val-d'Or en autobus. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Un mélange de soleil, mais aussi de pluie pour les prochains jours. Eh oui, Kémélia, c'est la joie du printemps. La pluie fait fondre un peu la neige et le lendemain, on profite du soleil. Ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit partout en région, ce sont quelques nuages avec un minimum de -5. Demain, sur l'ensemble du territoire, on aura encore du soleil avec un maximum de 12 pour l'Abitibi et de 10 pour le Témiscamingue, mais quand même un refroidissement éolien de -8 le matin. Alors, on se met quand même un petit manteau. Et pour après-demain, vendredi, en Abitibi et au Témiscamingue, on aura une pluie intermittente et un maximum de 7 degrés. La semaine va terminer sur une note un peu plus nuageuse, mais on a de super belles températures qui s'en viennent la semaine prochaine, alors on s'accroche à ça. Oui, certain. Merci, Justine. Donc voilà, ça complète le bulletin de nouvelles pour ce soir. On se laisse sur des images du photographe de la région, Luc Farrell. Des images sublimes, je vous laisse découvrir ça.